A-t-elle triché? C'est la question posée à propos d'une joueuse de poker professionnelle. Si j'avais été là et que j'avais entendu une rumeur à ce sujet, j'aurais dit wow, 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 wow. Selon le procès, les gains de Postle n'étaient pas connus pour avoir été réalisés par un autre joueur de poker. Nous plongeons dans les moments les plus choquants où des joueurs de poker ont été pris en flagrant délit de tricherie en direct à la caméra. Des appels audacieux qui ont fait douter les spectateurs et les joueurs de tout. À l'utilisation pure et simple d'IA et de solveurs de poker, ces joueurs ont repoussé les limites et payé le prix ultime. Préparez-vous pour le scandale, l'indignation et un aperçu des coulisses du côté obscur des mains les plus controversées du poker. L'appel qui a ébranlé le poker jusqu'à son cœur. Notre premier arrêt est Hustler Casino Live, la scène d'une des mains les plus stupéfiantes et débattues de l'histoire du poker. L'affrontement entre Robbie et Garrett est tout simplement légendaire. Les deux joueurs ont des mains que la plupart auraient couchées avant le flop, pourtant cette main se transforme en l'un des hero calls les plus improbables jamais vus. Était-ce du génie, de la folie ou autre chose? C'était genre une de ses premières apparitions à la télé, l'une de ses premières, ouais. C'était genre avant qu'il ne gagne tous les tournois, et ouais, drôle, ouais. Non. Wow, Robbie mélange vraiment les choses ici. Il suit la relance de Garrett avec valet 4 dépareillé. C'est aveugle contre aveugle et 10-19 avec quelques trèfles. Il va miser 2500 $. Wow! Et Robbie va suivre ici avec valet 4, avec le valet de trèfle. Garrett, un professionnel chevronné renommé pour ses lectures aiguisées et son agressivité implacable, a un tirage massif. Avec une forte réputation et un pot de 11 000 $ en jeu, il exerce une pression maximale sur Robbie, s'attendant à ce qu'elle s'effondre sous le poids de ses tactiques. Avec des tirages combinés, un cœur et wow! Regarde ça. À quoi pense-t-elle ici? Elle... 20 secondes. C'est de la merde que j'ai. À quelle fréquence ferait-elle cela avec un 10? Pourrait-il éventuellement miser sur relancer ici? Mais Robbie, montrant une défiance rarement vue à la table de poker, refuse de reculer. Malgré une main avec seulement un valet haut, le pot enfle. Et c'est une bataille de nerfs et d'instinct, avec l'agression incessante de Garrett se heurtant à la détermination surprenante de Robbie. Mise à 3, oui, voilà le all-in. Voilà le all-in. Garrett, comme je l'ai dit, elle est juste belle, man. Elle va mettre un jeton de temps. Elle a dit qu'elle pensait... Puis vient le moment qui arrête tout le monde. Robbie envisage de faire un call que personne n'aurait prédit. Sa main est si faible que même penser à caler semble absurde. Pendant ce temps, Garrett, avec un 8-0 mais affichant 53% d'équité, mène techniquement. Les dieux du poker devaient sourire alors que le pot continue de croître. Mais y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Je sais pas, allons-y! Quelquefois. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il ici? Une fois, mais c'est à toi de décider. Est-il possible que sa main soit mal lue dans les graphiques de cartes? Fais-le 2 fois, parce que je le visais. Tu le fais? Les deux joueurs acceptent de le faire 2 fois, mais hésitent à révéler leurs cartes. Leur refus de montrer de telles mains marginales ajoute une autre couche d'intrigue, laissant la table et les spectateurs dans une incrédulité stupéfaite. Mais est-il possible que Robbie ait d'autres raisons de garder ses cartes cachées, du moins pour l'instant? Oh, on va à la rivière. Oh, la rivière est un 9. Non, celui-là est pour toi, c'est sûr. Meyer, ils vont le faire 2 fois. Et elle a une grande paire. Oui, elle est un 3. Tu me donnes autant de crédit? Je ne sais pas, Elle est bien avec le premier. Retournons-le, tu es déjà là-haut? Oh, non, 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 ça c'est... Il veut voir? A-t-elle valet 4? A-t-elle 4 valet haut? Quoi? Regarde, gars! Non. Wow, c'est... Regarde le visage de Garrett. Ensuite, les conséquences. L'incrédulité de Garrett se transforme en suspicion lorsque l'audacieux call avec un valet haut de Robbie l'emporte. La communauté du poker était en émoi. Était-ce un moment de génie pur ou la marque d'un stratagème astucieux? La main était si polarisante qu'elle a déclenché un reportage d'Inside Edition, faisant des vagues bien au-delà du monde du poker.
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Inside Edition ne reprenne l'histoire, la diffusant à des audiences du monde entier. L'épisode a décomposé la controverse pour les téléspectateurs ordinaires. La réputation et l'intégrité de Robbie ont été scrutées à la loupe, des millions de personnes débattant pour savoir si elle était la victime d'une chasse aux sorcières injuste ou la maîtresse d'un scandale de poker. A-t-elle triché? C'est la question posée à propos d'une joueuse de poker professionnelle accusée dans le plus grand scandale de l'histoire du jeu. Elle est repartie avec 270 000 $, mais a-t-elle utilisé un signal secret pour remporter ce jackpot? Voici Steven Fabian. Cette joueuse de poker professionnelle glamour a-t-elle triché lors d'une partie de poker à enjeux élevés? Il va miser 2500. Le jeu opposait le vétéran du poker Garrett Adelstein à Robbie J. Liu, une débutante dans le monde du poker de haut niveau. Elle suit. Oh mon Dieu, Robbie a remporté le pot de 269 000 $ avec un jeu audacieux où le gagnant rafle tout, ce qui a surpris de nombreux fans regardant la partie diffusée en direct depuis un casino en Californie. Quoi? Alors, regarde, Gar... Non! Adelstein est un beau gosse, ancien candidat de Survivor en 2014. Il avait l'air stupéfait par sa défaite. Oh, on dirait que tu veux me tuer, Garrett. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. La couverture de Inside Edition a élevé ce drame de poker à la conscience grand public. L'épisode a disséqué la controverse, transformant ce qui était autrefois un débat de niche en une discussion mondiale. L'intégrité de Robbie était examinée de près alors que des millions de personnes se demandaient si elle était une victime innocente ou une tricheuse. Adelstein affirme qu'il a clairement été trompé. Les téléspectateurs attentifs ont remarqué ce moment où Robbie semble tripoter cette grosse bague à son doigt. Puis elle place sa main sous la table de poker et quand ses mains réapparaissent, regardez, elle a apparemment retourné la bague sous son doigt. Dans un tweet, Adelstein s'est demandé si Robbie avait un dispositif caché qui vibre simplement pour indiquer que vous avez la meilleure main. La joueuse de poker glamour avait-elle un complice regardant la diffusion en direct de la partie de poker? Et la bague a-t-elle vibré lui signalant qu'elle avait la main gagnante? Alimentant les soupçons est le fait qu'après le jeu, Adelstein dit que Robbie lui a rendu l'argent. Fidèle à leur format, Inside Edition a présenté le point de vue de Robbie, lui offrant une plateforme pour se défendre. Sa perspective a ajouté de la profondeur au récit, mais n'a pas dissipé les doutes persistants. J'ai parlé à Robbie aujourd'hui. Avez-vous triché pendant cette partie de poker? Je n'ai absolument pas triché à ce jeu de poker et l'enquête le montrera. Pourquoi tripoter autant la bague? Je suis une personne agitée et je n'aurais jamais pensé devoir expliquer cela à la télévision nationale, mais j'ai un TDAH et je n'ai pas pris mon médicament ce jour-là. L'expert en protection de Casino Sal Piantante m'a montré un ancien buzzer appelé un thumper, autrefois utilisé par les tricheurs de cartes. Ici, je vais mettre ça dans le verre et vous l'entendrez vibrer. Et donc, ce signal, cela pourrait indiquer « Hey, t'as la main gagnante » ou cela pourrait indiquer ce que l'autre gosse à la table a. Alors, Robbie a-t-elle triché? Les questions persistent. Était-elle simplement en train de jouer avec sa bague? Avait-elle un complice dans l'équipe de production? Le débat fait rage, sans réponse définitive en vue. Maintenant, qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous entendre. Et appréciez-vous la vidéo? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer les derniers drames de poker. Jonathan Tamayo et le scandale de tricherie par IA lors de l'événement principal des World Series of Poker 2024. La performance controversée de Jonathan Tamayo lors de l'événement principal des World Series of Poker 2024 reste l'un des moments les plus discutés de l'histoire du poker. Le débat sur l'utilisation de l'IA et des solveurs de poker en temps réel fait encore rage aujourd'hui. Un podcast avec Daniel Negreanu, Doug Polk et Alan Keating, où Negreanu a accusé Tamayo de franchir des limites éthiques, a offert beaucoup de perspectives des professionnels. Daniel a soutenu que l'utilisation par Tamayo d'un logiciel d'IA non autorisé lui avait donné un avantage déloyal, entachant sa victoire. La position de Negreanu était absolument claire. La tricherie n'a pas sa place dans le poker, et la victoire de Tamayo était selon lui invalide. Je suis choqué, franchement. Si j'avais été là et que j'avais entendu la moindre rumeur à ce sujet, j'aurais réagi en disant « Wow, qu'est-ce qui est nouveau maintenant qui n'existait pas ?» Pas au cours de la dernière décennie, ce sont les outils disponibles aujourd'hui provenant de l'IA, des solveurs et ce genre de choses. Donc je pense qu'en partie, c'est probablement une bonne chose que cela soit produit sur la plus grande scène, parce que maintenant, c'est une conversation que nous devons tous avoir et dire « D'accord, wow. » Est-ce la direction que nous prenons? Et la critique virulente de Daniel Negreanu a ébranlé la communauté du poker jusqu'à son cœur.
Le scandale entourant la victoire de 10 millions de dollars de Tamayo lors de l'événement principal des World Series of Poker 2024 a mis en lumière les outils d'IA comme une menace potentielle pour le jeu. Negreanu avertit que la technologie non contrôlée pourrait remodeler le poker, érodant son intégrité et son esprit. Essentiellement, il y a différents degrés de RTA, n'est-ce pas? Il y a la version extrêmement massive où vous jouez littéralement et vous avez un solver en temps réel qui vous dit quoi faire. C'est la version la plus flagrante. Vous le savez, la version plus douce est qu'avant que les cartes ne soient distribuées, vous regardez un tableau pour être prêt à faire cela, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous allez faire. Maintenant, ce sont tous les deux des RTA. Ils vont vous aider en temps réel. Tout d'abord, toute utilisation de solver ou d'IA dans la zone de tournoi ne devrait pas être autorisée par le joueur. Écoute, quand je joue au poker, j'ai un carnet dans mon téléphone avec les tendances et les indices de différents joueurs et des choses comme ça. Et genre, je me dis, oh d'accord, je joue avec ce gars aujourd'hui et je vais regarder ça comme... La prise de notes traditionnelle permet aux joueurs d'affiner leurs compétences au fil du temps, favorisant une compréhension plus profonde du jeu. En revanche, les outils d'IA peuvent enlever l'élément humain, transformant le jeu en un calcul froid. Par le passé, les joueurs perfectionnaient leur art par l'expérience et l'étude. Cependant, les solveurs d'IA contournent ce processus, réduisant le poker à une série de mouvements calculés. Negreanu insiste sur le fait que l'ignorance des règles n'est pas une excuse. Que Tamayo ait sciemment triché ou non, la violation sape l'équité du jeu. Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, c'est là où vous devez vraiment, vous savez, obtenir de la clarté. Vous savez, et dire comme, eh bien, je n'ai pas entendu les annonces, ce n'est pas comme cela ne vous absout pas, n'est-ce pas? La critique de Negreanu envers la défense de Tamayo est acerbe et directe. Prétendre l'ignorance n'absout pas un joueur de sa responsabilité. Pour Negreanu, même une infraction involontaire aux règles nuit à l'intégrité du jeu. Un point qu'il souligne avec insistance. Maintenant, concentrons-nous sur la principale victime affectée par cela. Jordan Griff, le finaliste de l'événement principal des World Series of Poker, qui est reparti avec 4 millions de dollars, bien moins que le butin de Tamayo. Griff a ses propres réflexions sur la question, estimant qu'il a peut-être été privé d'une victoire monumentale. Je ne sais pas comment les choses auraient été différentes s'il n'avait pas utilisé, vous savez, le solver, mais vous savez, c'est même juste triste que ce soit ça l'histoire qui sort de l'événement principal, n'est-ce pas? Cela devrait être, vous savez, des choses positives. Cela devrait être, vous savez, de belles histoires sur, vous savez, des gens qui font de belles performances et qui gagnent de l'argent et, vous savez, qui essaient d'être des ambassadeurs pour le jeu. Et ici, nous parlons de, vous savez, quelqu'un qui, vous savez, essaie de prendre chaque petit avantage qu'il peut. L'objectif de Jordan Griff était de préserver le plaisir et le divertissement des World Series of Poker. Il a exprimé sa déception que le scandale ait détourné l'attention de l'esprit véritable de l'événement principal des World Series of Poker. Au lieu de célébrer la victoire de Jonathan Tamayo comme une source d'inspiration pour les joueurs en devenir, le récit s'est déplacé vers des discussions sur les logiciels d'IA et des allégations de tricherie. Pour Jordan, la véritable perte ici est la manière dont ces controverses éclipsent les réalisations incroyables et les moments mémorables qui devraient définir le tournoi chaque année. Pendant ce temps, Doug Polk ne se dérobe pas aux questions difficiles, demandant si Jordan envisage d'engager des poursuites non seulement contre Tamayo, mais aussi contre les organisateurs des World Series of Poker. Avec des millions en jeu et l'intégrité du tournoi en question, c'est une possibilité qui fait parler tout le monde. Si il y avait un cas, envisageriez-vous de déposer une plainte? Je dirais que c'est toujours une possibilité, mais je ne suis pas... La réponse de Jordan semblait presque trop bien préparée, suscitant des spéculations selon lesquelles il aurait pu être préparé sur ce qu'il devait dire. Mais comment réagissent les plus grands noms du poker? Nous avons consulté des légendes comme Daniel Negreanu et Alan Keating pour comprendre la position de la communauté du poker sur cette question brûlante. Ce n'est pas clair, ce n'est pas vraiment dans les règles écrites. Il y a un petit détail que je pense vraiment faible que les gens soulèvent. Mais vous savez, nous avons l'annonce par intercom, ce qui est certainement quelque chose. Mais les règles de jeu du Nevada, je dirais, sont assez clairement contre. Et si vous allez emprunter la voie de l'action en justice, c'est, je pense, ce qui compte vraiment. Est-ce que vous poursuivriez une action en justice ici? Je suppose qu'à votre place, aucun de vous ne ferait cela avec vos marques ou si vous êtes bien connu. Mais les gens à la table, devraient-ils, quelqu'un comme Griff, ou ils se sentent comme, devraient-ils poursuivre une action en justice s'ils sentent que leur adversaire utilisait quelque chose d'injuste pour avoir un avantage contre eux? Je pense que d'un point de vue financier, c'est globalement négatif en valeur espérée. Vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent en avocat. Il sera très difficile de prouver combien a été gagné grâce à ce processus, et la plupart des jurys et des tribunaux n'auront aucune compréhension de cela. Negreanu soulève un autre problème crucial. La communauté poker, au sens large, ne saisit peut-être pas pleinement l'impact de la tricherie assistée par l'IA. Expliquer ces nuances aux joueurs occasionnels pose un défi important.
compliquant potentiellement les efforts pour faire respecter les règles et maintenir l'intégrité. Donc, les chances que vous obteniez réellement quelque chose de substantiel après vos frais juridiques sont, donc je ne le ferai pas. Je suppose que personne ne savait, et personne ne savait à la table, et le floor ne savait pas, personne ne savait. C'était juste un peu... Comme, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Là. Non, ouais, mais la loi était claire dans le jeu du Nevada. Ouais, que c'est contre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas autorisé, donc. Oui. Vous savez, mais un tribunal et un jury ou un juge ou qui que ce soit, ils ne vont pas vraiment pouvoir discerner cela, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'il y a des avocats qui le prendraient en charge pour gagner seulement. Oui, et puis jusqu'où cela s'étend-il? Comme j'ai joué le tournoi. Tu as joué le tournoi, genre. Puis donc poursuivre en justice. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve que poursuivre en justice est embarrassant. C'est juste, oui, je suis d'accord. En tant qu'homme, peu importe, comme se débrouiller en dehors des tribunaux, vous savez, quand les gens utilisent les tribunaux pour prendre de l'argent à d'autres personnes, je trouve juste que c'est déplacé. Et plutôt que de compter sur des batailles juridiques, Negreanu et Keating plaident pour que la communauté du poker établisse des règles plus claires et des mécanismes d'application. Ils soutiennent que l'essence du poker réside dans son élément humain qui doit être protégé contre l'empiètement technologique. Oui, oui, que ce soit une vraie fois, c'est nécessaire. Et si vous vous rendez compte après coup que votre adversaire utilisait un logiciel pour vous battre avec autant d'argent en jeu et qu'ils font des calculs pour vous battre dans ce truc pour 4 millions de dollars, je ne pense pas que ce soit genre complètement irréaliste de se dire « Oh, mon adversaire a utilisé quelque chose qu'il n'aurait pas dû pour gagner 4 millions de dollars à mes dépens. Je vais essayer de poursuivre cela. » Bien sûr. Et ensuite, la pente glissante est contre qui déposez-vous la plainte? Est-ce que vous la déposez contre le joueur lui-même ou allez-vous la déposer contre l'opérateur ou les deux, n'est-ce pas? Keating réfléchit également à ses expériences lors du main event des World Series of Poker 2024, partageant des réflexions sur l'impact plus large de la controverse. Il souligne l'importance de mesures proactives pour maintenir l'équité et s'assurer que des incidents similaires ne se reproduisent pas à l'avenir. Nous avons vu l'ordinateur portable sur le côté de la table. Vous savez, les gens se regardaient comme ce n'est pas de la triche, comme quelqu'un va intervenir, comme qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Si vous n'avez pas un gros tas, ces situations ne sont pas très complexes. Et si c'est juste un all-in ou fold ou quelque chose comme ça, alors on dirait que l'ordinateur joue au poker pour eux. Pousser ces tournois à été dire, nous avons besoin d'un changement de règles ici. Ces choses doivent être interdites. Daniel et Alan s'accordent sur la nécessité pour les World Series of Poker et bien sûr les autres instances dirigeantes de prendre des mesures. Ils soulignent qu'il ne s'agit pas seulement de traiter un scandale, mais de mettre en place des règles plus strictes pour prévenir de futurs incidents. Il s'agit de maintenir un terrain de jeu équitable, d'assurer l'équité et de préserver l'esprit compétitif du poker. Même le Nevada Gaming a des règles contre ce genre de choses. Vous savez, elles sont spécifiquement plus orientées vers, comme les jeux de casino par exemple, vous ne pouvez utiliser aucune aide au blackjack ou au craps, mais cela s'étend aussi au poker. Rendez ces règles aussi claires que possible. Je pense à quelque chose comme l'interdiction de l'utilisation de solvers à tout moment dans la zone du tournoi qui est définie par l'ensemble de la salle et toute utilisation de cela pourrait entraîner une disqualification. Et puis, quand vous mentionnez par exemple l'utilisation d'un solver, cela inclut recevoir des messages textes ou des informations de quelqu'un qui en utilise un et vous les transmet, n'est-ce pas? Daniel demande une application plus claire et stricte des règles. Il souligne que la communauté du poker a besoin de réglementations transparentes pour guider les joueurs et préserver l'intégrité du jeu. Cette approche proactive pourrait établir une base solide pour la confiance, alors que le jeu s'adapte aux nouvelles technologies. L'un des points de Daniel a même pris Alan par surprise, révélant à quel point l'impact des solvers d'IA peut être significatif, en particulier lors de l'action pré-flop. Le problème est l'assistant en temps réel, si vous voulez, c'est quand la prochaine main est sur le point d'être distribuée. Et vous venez de recevoir des plages de mains d'un ordinateur qui vous dit, et elles sont essentiellement, ce qu'elles vont faire, c'est poker, hold'em à 4 rues, n'est-ce pas? Donc vous éliminez essentiellement une rue en termes de potentiellement faire des erreurs. Vous dites littéralement, si je mémorise, si je sais ce que je fais ici, je ne ferai jamais d'erreur pré-flop. Vous devrez me prendre au flop, au turn et à l'arrivée. Bon. Et surtout, quand vous regardez le poker en ligne, n'est-ce pas? C'est pourquoi je me demande, comment n'avez-vous pas? C'est interdit. Vous ne pouvez pas utiliser ces outils légalement en ligne. Vous n'êtes pas censé le faire. Vous n'avez pas le droit. Alors pourquoi penserait-il ou supposerait-il que vous pourriez faire cela en direct? Je suppose probablement franchement parce que les règles n'étaient pas écrites aussi clairement qu'elles devraient l'être. Negreanu souligne comment les solvers d'IA ont fondamentalement modifié le poker, en particulier la stratégie pré-flop. Il soutient que l'application incohérente des règles a aggravé le problème, rendant la nécessité de réglementation claire et standardisée plus urgente que jamais.
chose. Donc, en quelque sorte, une partie de l'application doit venir des joueurs qui dénoncent d'autres joueurs, puis avoir des règles si sévères et si significatives que cet avantage minimal dont Doug a parlé, peut-être 100 000, n'en vaut pas la peine. Quelle sorte de sanctions les joueurs devraient-ils subir s'ils sont pris en train d'utiliser des solveurs de poker IA? Alan Keating intervient, suggérant que les conséquences doivent être suffisamment sévères pour dissuader de futures infractions. Son point de vue suscite une conversation importante sur l'équilibre entre l'innovation et l'équité, garantissant que l'esprit compétitif du poker reste intact alors que la technologie continue d'évoluer. Je veux dire, une pénalité de 2 tours, c'est un peu une tape sur les doigts. Qu'est-ce que vous perdez? 3 grosses blindes. Vous savez, je pense que c'est une grosse blinde. C'est gros. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est le cas. Cela devrait être beaucoup. Cela devient un terrain glissant, donc je crois, vous savez, que la meilleure approche, personnellement, est d'avoir une règle stricte sur le fait qu'aucune de ces choses ne soit ouverte à aucun moment dans une zone de tournoi. Et si vous êtes pris en tant que spectateur, vous êtes expulsé de l'endroit. Et si vous êtes pris en tant que joueur, vous faites face à une pénalité de, vous savez, ce qu'Alan a dit, c'est-à-dire 2 tours ou potentiellement, vous savez, une disqualification complète. Le débat s'est brièvement déplacé vers des sujets plus légers, comme la question de savoir si les joueurs devraient être autorisés à porter des lunettes de soleil à la table, alors que certains soutenaient que cela offrait un avantage injuste. D'autres le considéraient comme faisant partie de la culture du jeu. Cette discussion ludique a rappelé à tout le monde que le poker est aussi une question de plaisir. Un groupe d'amis ou quelque chose comme ça, ouais, si quelqu'un venait s'asseoir et mettait des lunettes de soleil, on se moquerait tous de lui jusqu'à ce qu'il les enlève. On dirait, non, vraiment, tu ne peux pas porter de lunettes de soleil dans le tournoi, quoi. Personnellement, j'interdirais complètement les lunettes de soleil. Ouais. Penses-tu que les lunettes de soleil aident plus les pros ou les amateurs? La seule chose qu'elles font sûrement, c'est déconnecter les gens du jeu. Doug Polk a soulevé une perspective intéressante, suggérant que les lunettes de soleil pourraient aider les joueurs occasionnels à se sentir plus à l'aise à la table. L'équilibre entre le maintien de l'intégrité compétitive et l'accueil des nouveaux venus reste une considération clé. Habituellement, quand je vois quelqu'un porter des lunettes de soleil à un tournoi, c'est généralement quelqu'un qui a l'impression que c'est sa grande chance et il est un peu nerveux et il craint d'avoir des tics révélateurs. Et ce sont généralement des amateurs et ce sont généralement des personnes qui ne sont pas à l'aise. Écoute, le poker en ligne, tu n'as pas à gérer tout ce qui est physique en direct. Mais le poker en direct, si, n'est-ce pas? Juste la façon. C'est juste le jeu. Le sujet des écouteurs a également été abordé, Keating affirmant qu'ils nuisent à l'élément social du poker. Cependant, d'autres ont souligné que l'écoute de musique peut aider les joueurs à rester détendus et concentrés. Qu'en pensez-vous? Les écouteurs améliorent-ils ou diminuent-ils l'expérience du poker? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je pense vraiment. Tout d'abord, les gens n'entendront tout simplement pas les choses, et cela crée des problèmes. J'ai vu ça plusieurs fois. Je suis sûr que Daniel l'a vu. Je veux dire, t'as peut-être même déjà vu ça. Mais encore, est-ce qu'on peut faire le même argument avec les lunettes de soleil? Car les écouteurs peuvent aussi être considérés comme un dispositif de triche potentiellement. Je pense que certaines personnes seront agacées par cela, vous savez, et résisteront. Ils aiment juste écouter de la musique. Ils ne font rien de mal. Et je pense qu'ils s'en remettront. Comme on jouait au poker sans eux. C'était amusant avant les écouteurs, oui. Quand j'ai commencé à jouer au poker, les gens n'utilisaient même pas de Sony Walkman. Personne n'avait de casque et c'était bien. Oui, comme je l'étais ce jour-là aussi, je devenais un peu agité. J'ai commencé à faire des mises à l'aveugle en première position, juste un peu un straddle. Et donc, je suppose, ma question pour vous est, pouvons-nous autoriser les straddles dans le tournoi, surtout l'événement principal? Oui. Pourquoi pas? Je devrais y réfléchir parce que je n'y ai jamais vraiment pensé. Alan soutient qu'il crée une barrière à l'aspect social du poker, mais nous devons être en désaccord. Parfois, écouter nos morceaux préférés nous aide à nous détendre et à rester concentrés. Qu'en pensez-vous? Les écouteurs ajoutent-ils ou enlèvent-ils à l'expérience du poker? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Assez parlé des lunettes de soleil et de la musique, revenons au principal sujet. Daniel a surpris beaucoup de monde en suggérant que Jonathan Tamayo n'est peut-être pas entièrement à blâmer. Il a soutenu que la pression du poker à enjeu élevé, combinée à l'avancée rapide de la technologie, peut mener à de mauvaises décisions, ouvrant une discussion plus large sur les défis auxquels les joueurs sont confrontés pour naviguer sur cette ligne fine. Je veux faire attention à ne pas, traîner ce gamin dans la boue, Jonathan, parce que, pour ainsi dire, il semble être un type sympa. Je ne pense vraiment pas qu'il était... Je pense qu'il est pris dans le moment, juste en train de faire ce qu'il fait. Ses entraîneurs lui donnent des trucs. Je ne pense pas qu'il réfléchissait consciemment à l'image ou quoi que ce soit de ce genre. Oui. Et encore une fois, le plus important, c'est le fait qu'ils l'ont fait au grand jour, comme ça. Cela me fait croire que, comme il ne pensait pas que ce qu'il faisait était mal. Ouais, il essayait juste, vous savez, de faire de son mieux pour gagner 10 millions de dollars. Donc, je ne le blâme pas vraiment à cet égard. J'espère, comme s'il regarde en arrière, j'espère qu'il verrait à quel point ça a l'air mauvais, vous savez, et qu'il prendrait une approche différente de Dominique. Cela soulève des questions plus larges sur la manière dont le jeu peut évoluer, tout en maintenant ses principes fondamentaux. À travers ce scandale, Negreanu s'est imposé comme une voix majeure pour l'équité et l'intégrité.
soulignant que l'avenir du poker dépend d'une adaptation responsable à ces défis. Mike Postel pris en train de tricher lors du stream Stones Live Poker. Les accusations de tricherie infâme de Mike Postel pendant les streams de Stones Live Poker restent un chapitre sombre de l'histoire du poker. Veronica Brill, une commentatrice respectée et membre de la communauté du poker, a été la première à remarquer des irrégularités dans le jeu de Postel. Sa série de victoires extraordinaires et ses décisions presque parfaites ont soulevé des questions, car elle défiait constamment les normes des stratégies de poker conventionnelles. Sa capacité à prendre la bonne décision, se coucher ou relancer avec une précision déconcertante, l'a amené à penser qu'il y avait quelque chose qui clochait. L'intuition de Brill était que le succès de Postel n'était pas uniquement basé sur ses compétences, ce qui l'a poussé à enquêter davantage. En septembre 2019, Brill a rendu ses commentaires publics, utilisant les réseaux sociaux et des interviews pour souligner l'improbabilité du succès constant de Postel. Elle a partagé des exemples de mains où ses décisions semblaient presque surhumaines, accompagnées de vidéos de jeux remarquables. Ces affirmations ont rapidement attiré l'attention de la communauté du poker. Les gains de Postel, selon le procès, n'étaient pas connus pour avoir été réalisés par un autre joueur de poker décrivant les chances de ces gains comme statistiquement inconcevables dans le monde du poker professionnel. Dans une main notable, lors d'une partie récurrente de Hold'em en direct sur Stones Live, où Postel a montré son style récurrent non conventionnel, Brill a exprimé son incrédulité. Bien qu'il ait une main solide, Postel a choisi de jeter ses cartes plutôt que de suivre une mise, laissant Brill commenter « Ça n'a pas de sens. C'est comme s'il savait. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. » Une semaine plus tard, Brill a renforcé ses soupçons en publiant une vidéo de 18 minutes, ainsi qu'une série de tweets montrant les mains constamment étranges de Postel déviant des normes établies du poker professionnel. Dans chaque instance mise en avant dans la vidéo de Brill, Postel est sorti victorieux ou a économisé de l'argent en se débarrassant d'une main puissante qui, selon les principes de la théorie du jeu des joueurs de poker professionnels et la sagesse conventionnelle, aurait dû être jouée. L'allégation a suscité un examen approfondi du jeu de Postel. Les analystes et les joueurs ont examiné les enregistrements archivés des diffusions de Stones Live, notant des cas où les actions de Postel semblaient trop précises pour être expliquées par la variance normale ou l'expertise au poker seul. Beaucoup se sont demandé pourquoi un joueur avec une telle compétence apparente ne concourait pas au plus haut niveau contre des adversaires de classe mondiale. La communauté du poker s'est ralliée derrière Brill, initiant un effort collectif pour découvrir la vérité. Les enquêtes sur le jeu de Postel ont révélé des schémas suggérant qu'il pouvait avoir eu accès à des informations indisponibles pour les autres à la table. Le nombre croissant de preuves a donné du crédit aux accusations et alimenté un scandale qui allait secouer le monde du poker. Malgré des preuves croissantes et un soutien généralisé aux affirmations de Brill, Postel a constamment nié toute faute. Son refus d'admettre une faute a laissé la communauté du poker divisée, certains le voyant comme un fraudeur et d'autres remettant en question l'étendue des preuves contre lui. Qu'en pensez-vous? Mike Postel a-t-il triché? N'oubliez pas de rester à jour avec tous les derniers scandales de poker, les combats épiques et les pires bad beats. Assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci de regarder.